Salut tout le monde, le nom c'est André Samuel Morancy, normalien supérieur et professeur de sciences sociales. Donc, présence nous aujourd'hui, c'est pour présenter un cours de sciences sociales, notamment pour la classe de NS4. Et le titre ou le module du cours, c'est la Révolution de 1946. Nous savons que dans toute révolution, il y a un ensemble de moments, de mouvements, de situations qui alimentent ou qui provoquent les différents événements de cette révolution. Donc c'est la même règle pour la révolution de 1946. Et parmi les causes ou bien les situations qui ont machiné ou bien provoqué cette révolution, il y a d'abord le contexte et les causes. Et pour définir contexte et cause, on le divise en deux moments. D'abord, il y a le contexte externe. Ensuite, il y a le contexte interne. Pour le contexte externe, il y a d'abord la crise de 1929, crise qui a débuté aux États-Unis dans les années 1929. Ensuite, il y a la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui va y avoir une influence considérable sur ce moment historique. Et troisièmement, il y a le nouvel ordre mondial qui va influencer également la révolution 1946. Et puis sur le plan interne, il y a d'abord la fin de l'occupation américaine qui a comme date 1934. Ensuite, il y a la politique raciste de l'occupant, des Américains, en faveur d'une minorité mulâtre. Et puis, il y a le renforcement de cette politique par Elie Lescaut qui a quasiment favorisé les mulâtres, non seulement au niveau du sommet de l'État, mais encore au niveau de l'administration publique. On doit d'abord dire que la notion de révolution est improprement utilisée ici, puisque lorsqu'on parle de révolution, on fait allusion à un ensemble ou bien un chambardement total politique, économique d'un système. Si on prend une conception marxiste de la révolution, on va nous dire que la révolution, c'est d'abord un passage d'un mode de production à un autre mode de production. Ce qui n'était pas le cas en 1946, puisque les élites qui vont prendre le pouvoir en 1946, c'était les mêmes qui étaient avant 1946. Et vous allez voir que Dumas Saint-Simé, qui va être à l'avant-garde, ou bien le président de cette période de l'histoire, eh bien, c'était d'abord un ministre de Sténio-Vincent. Donc, c'était un élément du système qui est devenu président. Donc, cela nous montre qu'il n'y a pas vraiment de grands changements ou bien de grands bouleversements du point de vue politique et même du point de vue économique et social, c'était quasiment la même réalité. Donc, c'est pour cela un historien comme Manigat va utiliser le concept de crise. Donc, au lieu de révolution, on fait allusion à une crise de 1946. Et cette crise-là fait allusion directement au dysfonctionnement de l'État américain. Dysfonctionnement au niveau d'abord des pouvoirs de l'armée qui étaient là pour assurer la stabilité politique de l'État, et dysfonctionnement économique, puisque avec les crises économiques qui ont débuté aux États-Unis, eh bien ça a une influence considérable sur le système économique haïtien qui était en panne d'exportation. Donc, on peut utiliser le concept de révolution durant les examens, ce n'est pas un problème. Mais du point de vue scientifique et historique, c'est un peu impropre. Mais ce n'est pas un problème de l'utiliser. Donc, crise et révolution, on peut toujours utiliser ces deux concepts lorsqu'on fait des examens dans les salles de classe ou bien au niveau du baccalauréat. Ce n'est pas un problème. Comme on l'avait dit, la révolution de 1946 a d'abord un contexte et ça engendre également des causes. Pour le contexte, on a d'abord le contexte externe avec la crise de 1929, fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis le nouvel ordre mondial. Pour la crise de 1929, qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Eh bien d'abord, la crise de 1929, c'est la grande dépression économique
qui a frappé les États-Unis durant l'année 1929. Et cette crise-là a engendré la faillite d'un ensemble d'institutions bancaires, la bourse, et ce qui a provoqué des répercussions sociales, politiques, économiques au niveau mondial. Donc ça a engendré des effets sur des autres pays, surtout les pays de l'Amérique latine, de la Caraïbe et précisément Haïti. Ensuite, il y a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. N'oublie pas qu'il y avait deux grandes catégories de pays qui se battaient pour l'hégémonie mondiale, les pays de l'Axe et les pays alliés. Et à la fin ou à l'issue de la guerre, c'était les pays alliés qui ont gagné la guerre. Donc du coup, ce sont les pays démocratiques, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui ont gagné la guerre. Donc ce sont des pays à régime démocratique qui ont gagné la guerre sur les régimes autoritaires. Et vous allez voir que ça va y avoir une conséquence considérable sur le mouvement social et politique en Haïti, puisque les idées démocratiques véhiculées par les pays nord, par les pays tels que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, vont y avoir une répercussion directe sur les idées politiques en Haïti. Donc on va parler de libéralisme, on va parler de démocratie, et c'est dans cette même période que Elie Descos pratiquait les méthodes autoritaires contre le peuple haïtien. Donc ces méthodes-là étaient à l'encontre de nouvelles idées que prenaient ces pays. Et puis il y a le nouvel ordre mondial, il y a l'ONU, il y a un ensemble d'institutions qui sont là pour encadrer ces nouvelles idées. Donc du coup, la communauté internationale va se désolidariser avec le régime de Lescot, et vous allez voir que les leaders haïtiens vont profiter de ce problème pour s'allier d'abord avec la communauté internationale et mobiliser contre Elie Lescot. Ensuite, il y a le contexte interne. Le contexte interne, c'est assez simple. D'abord, il y a la fin de l'occupation américaine en 1934, puisque les Américains étaient là depuis 1915 pour assurer, alors d'après ce qu'ils disent, pour assurer une stabilité politique et économique dans le pays. Mais en vérité, c'était une occupation. Et puis, 1934, c'est la fin de l'occupation, et les États-Unis vont engendrer ou bien formater un autre système international pour établir des relations de partenariat avec les autres pays. Donc, ils vont laisser la politique appelée Big Stick pour emboîter le pas avec la politique du bon voisinage. Donc, c'est un autre modèle politique international encadré ou bien initié par les États-Unis pour favoriser d'autres relations avec les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, parmi lesquels Haïti. Et puis, il y a la politique raciste de l'occupant. Pourquoi je dis raciste? Eh bien, parce que cette politique favorisait une catégorie de personnes bien déterminées. Et cette catégorie de personnes était les mulattes. Donc, vous allez voir que les 4 présidents qui se sont succédés pendant l'occupation américaine, eh bien, vous allez voir que tous ces présidents-là étaient des mulattes. Il comprend Sud d'Artignave, Louis Borneau, Eugène Roy, Sténio Vincent. Donc, les 4 étaient des mulattes. Donc, la politique américaine a réhabilité les mulattes, ou bien l'oligarchie mulatte, dans le pouvoir en Haïti. Et puis, il y a Elie Lescot qui a renforcé catégoriquement cette politique. Avec Elie Lescot, c'est le pire, puisque même au niveau des écoles, même au niveau des universités, il y a une sorte de favoritisme de cette catégorie sociale qui était les mulattes. Donc, ce qui a provoqué ou a engendré la frustration des classes moyennes noires, telles que Duvalier, telles que Jean-Bryce Mars, et c'est cette frustration-là qui va alimenter la mobilisation populaire, le déchaînement social des classes moyennes noires et de la classe laborieuse des paysans
Et c'est ce mouvement-là qui va donner lieu à la révolution ou à la crise de 1946. Pour terminer, pour faire le résumé, on doit dire d'abord que la révolution de 1946 était d'abord une conséquence des politiques liées aux relations internationales pendant cette période. Donc d'abord, on avait dit que il y avait la crise de 1929, une crise économique qui a retardé l'économie américaine au niveau des exportations, et la dette également avait eu une part importante dans ce problème. Et puis, il y a le nouvel ordre mondial qui prône de nouvelles idées qui étaient en désaccord avec la politique interne de l'ESCO. Alors, sur le plan interne, il y a la fin de l'occupation américaine et les Américains qui voulaient instaurer un nouveau système politique au niveau des pays de l'Amérique latine. Et puis, il y a le renforcement du multilatéralisme par Élie Lescaut qui voulait tout simplement renforcer le privilège de cette catégorie sociale qui était les mulâtres. Bon, dans le prochain cours, on verra ensemble, on va d'abord détailler les différentes dimensions de la crise, les dimensions économiques, les dimensions politiques et les dimensions sociales. Et surtout, le contenu idéologique de la crise de 1946 ou de la révolution de 1946. Et pour cette crise idéologique, ou bien du contenu idéologique, qui est très important pour nos élèves de S4, on va d'abord prendre le soin de détailler les différents courants idéologiques, le noirisme, l'indigénisme, le nationalisme, etc., qui étaient les circuits mobilisateurs, le ciment de cette mobilisation pendant cette période. C'était un plaisir avec vous, André Samuel Morancy, et à la prochaine.